Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle interview de MMA Time. Alors aujourd'hui on a le plaisir d'être avec Monsieur Fernand Lopez, fondateur et head coach de MMA Factory. Bonjour Fernand. Bonjour. Merci de nous accueillir, c'est un plaisir de revenir après Damien. Ouais. Aujourd'hui on a une fois encore la chance de bénéficier de vos infrastructures et de ce beau club. Justement on va se lancer sur la première question. Vous avez été formé à l'INSEP, diplômé de l'INSEP. Qu'est-ce qui vous a donné envie, quand vous avez fondé ce club, de l'ouvrir et de vous dire voilà, maintenant je vais accueillir les gens, les former moi sur plusieurs disciplines? Alors, la première des choses était déjà l'envie de mettre en place un système, enfin mettre en avant les sports hybrides. J'avais dans un premier temps l'idée d'avoir comme sport hybride l'OMMA. C'était la clé de tout, donc c'est un sport hybride avec d'autres sports de combat qui sont menés à ça. À côté de ça, j'avais le CrossFit qui était beaucoup à la mode il y a 3 ans lors de l'ouverture de la salle. Et donc du coup, il y avait le CrossFit qui était aussi un mélange de gymnastique, d'athlétisme, de force, d'haltérophilie. Et donc combiner tout ça, ça a donné la salle qui avait le premier niveau avec les sports de combat et puis le rez-de-chaussée avec le CrossFit. D'accord. Voilà grosso modo comment est venue l'idée de faire ça. Ensuite, petit à petit, on a fait évoluer le système parce que il était difficile de combiner complètement les sports de combat avec le CrossFit. Le CrossFit étant le CrossFit peut servir de préparation physique, mais pas essentiellement. C'est-à-dire que le CrossFit, comme vous le savez, le principe c'est de prendre un groupe de personnes avec des physiologies et des morphotypes différents dans le même groupe et leur donner un chrono, un temps à faire, le temps le plus rapide pour un certain nombre de mouvements. La préparation physique, elle est un peu plus complexe que ça. L'idée en fait en préparation physique, pour qu'elle ait un sens, c'est qu'elle soit individualisée, singularisée à un sportif, à un athlète, pour qu'elle ait un sens et qu'elle soit orientée vers la discipline sportive. Donc du coup, c'est ce qui est devenu en fait l'ancien concept, le CrossFight est devenu MMA Factory et dans la foulée est devenu spécialisé sur la préparation physique des athlètes de haut niveau et puis à côté les sports de combat tels que le Krav Maga, le Muay Thai, le MMA, la lutte, le JJB. Voilà. D'accord. Justement, pour revenir, puisque vous le disiez, c'est adapté à chaque individu. Aujourd'hui, vous êtes le head coach, enfin, MMA Factory, c'est une des salles qui a le plus gros contingent de combattants français à l'UFC ou au BAMA. Et vous avez des très bons combattants, vous êtes le head coach de Francis Ngannou, de Taylor Lapillus, Damien Lapillus, enfin, toi, il y a beaucoup de combattants. Comment est-ce que vous faites l'approche où vous avez besoin justement de singulariser, d'individualiser au maximum pour répondre aux besoins de chaque combattant et en même temps d'en avoir autant finalement qui vous devez donner une attention particulière finalement pour les aider à se préparer au mieux pour le combat? Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est-à-dire que j'aime dire que on parle MMA Factory. Factory, c'est une usine en fait. Et je voulais faire la différence. C'est-à-dire qu'il y a des usines de bas de gamme et puis il y a des usines Daimler, Mercedes par exemple. Okay. L'idée en fait, c'est d'avoir une usine qui fait de la quantité parce que c'est de l'usine, mais de la qualité de quantité. Et en fait, c'est sur ça qu'on est, c'est sur ce protocole-là qu'on est. Alors, comment on s'en sort? C'est qu'on ne peut pas tout faire. Lors de la fondation du MMA Factory, j'étais le seul coach des sports de combat à la base. Aujourd'hui, au MMA Factory, on a 11 coachs, tous diplômés d'État, avec des connaissances et une pédagogie certaine. Au-delà des 11 coachs, on a 5 préparateurs physiques qui sont tous qualifiés avec des masters en préparation physique, des diplômes universitaires en préparation physique et tout ce qui va avec. Maintenant, l'idée en fait, c'est que je puisse gérer tout ça. Ce que je fais, c'est que je prends chaque individu en fonction de la date de compétition de l'individu. Je vais faire un rétro-planning pour faire une planification et faire une périodisation en fait, de son entraînement. Quand j'ai la périodisation, je vais discuter avec l'un des coachs, sur l'un des préparateurs physiques à qui j'affecte l'athlète pour lui donner la tendance sur laquelle on va aller. Donc je vais orienter sur le développement d'une qualité physique, ça peut être la force, la vitesse, l'endurance, la coordination, la souplesse. Il y aura un thème en fait qui sera prépondérant. On met en place en symbiose entre moi qui supervise un peu ce qui se passe, qui fait le chaînon entre ce qui se passe en spécifique sur l'entraînement spécifique et ce qui passe
sur le développement isolé de la qualité physique, des qualités physiques qu'on veut développer. Et donc, du coup, on fait une réunion, on met ça en place et puis on se met d'accord sur un cycle de préparation pour cet individu en préparant une date précise, et ainsi de suite. Et donc, on va regrouper un certain nombre de personnes qui ont le même objectif. Imaginons qu'on veuille développer, on prend le cas de Francis, bon, il est tombé dans la marmite de la force tout petit, il n'a pas besoin de développer la force. Donc, du coup, on va se concentrer sur son développement de l'endurance, l'idée de pouvoir être fort longtemps. Ok. Comment on pouvait être fort sur 25 minutes de combat, c'est ça le principe. Donc du coup, on va le mettre sur le groupe de ceux qui font l'endurance. Et avec une approche à peu près similaire, mais avec une individualisation et une singularisation des charges d'entraînement, enfin des charges à mobiliser. D'accord. Ok, absolument. Ouais, alors Sken, moi j'ai une question parce que effectivement là on parle depuis tout à l'heure des combattants qui sont plutôt pros, des combattants qui sont à l'UFC, comme tu l'as dit, Obama, etc. Comment ça se passe que vous avez beaucoup de licenciés qui sont des amateurs, des gens qui viennent juste par passion du sport, par passion du MMA, et comment est-ce que vous organisez les entraînements pour eux? Alors, les entraînements sont essentiellement organisés avec ceux qui ont pris de l'avance. C'est-à-dire qu'en gros, le développement de la formation est la clé de voûte en fait de tout développement, de tout système qui veut se pérenniser. Pour développer en fait le MMA Factory, il a fallu former un certain nombre de coachs qui étaient eux-mêmes combattants déjà et qui avaient des prédispositions avec de la fibre pédagogique. Ces coachs sont devenus de très bons entraîneurs et donc on se répartit tous les jours il y a des cours amateurs à la salle, on se les répartit en fait de façon à ce que ces athlètes puissent se retransmettre ce qu'ils ont eu comme connaissance un peu plus tôt. Ensuite, il y a 3 entraîneurs sur les sports de combat qui viennent de l'extérieur, comme Rodrigo Alamos qu'on le présente plus sur le Muay Thai, comme Thomas Lubenzan qu'on le présente plus sur la partie sol, donc grappling, JJB et lutte à livrer. Et donc on combine avec tout ça pour arriver à quelque chose où on assure toujours des cours de qualité, avec une pédagogie de qualité, mais parce que chacune de ces personnes, il y a la salle des combattants de très haut niveau, qui n'ont pas la fibre pédagogique et qui n'ont jamais été, que je n'ai pas orienté vers ce cursus. Ou du moins qui ont essayé, on a arrêté, même s'ils ont eu le diplôme, on ne leur a pas donné des responsabilités. Parce qu'ils ne savaient pas forcément retransmettre. Parce que voilà, on peut être combattant de haut niveau, mais ne pas avoir la capacité, comment dire, la méthodologie et la didactique pour pouvoir transmettre les connaissances. Bien sûr, oui. Voilà. Je voulais juste revenir justement sur ce que vous disiez, parce qu'on a eu la dernière fois Cyril Diabaté en interview et on lui a posé la même question. En France, on a une très belle école de kickboxing, de Muay Thai, de judo. Mais quand on arrive par rapport à l'UFC, au MMA, et que ce soit au BAMA ou même au Bellator, on a l'impression pas qu'il y a une carence, mais sur la lutte, qui est un sport universitaire aux États-Unis, et sur le jiu-jitsu brésilien, on a le sentiment que les Français sont moins à l'aise sur ce terrain-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, à MMA Factory, vous insistez énormément sur le travail au sol et sur la formation des combattants au sol pour aller le plus loin possible et être le mieux armé quand ils vont sur ce type d'événement? Alors, l'approche, les États-Unis, c'est clair qu'en termes de lutte, c'est le top. On est sur, voilà, ils sont au top parce que la lutte universitaire est beaucoup avancée. Il y a beaucoup de compétitions, donc beaucoup d'occasions qu'il y ait de l'opposition et donc ça élève le niveau. On est complètement d'accord. Ceci dit, en France, il y a une approche de pied-point qui est beaucoup plus avancée que le sport de préhension, enfin pour le MMA en tout cas la lutte, mais ceci dit il y a du bon niveau en lutte. Enfin, Non, justement c'était pour aller dans ce sens-là parce que sur le premier combat de Francis à l'UFC, on l'a vu dans le premier round justement, très calme quand il a été amené au sol par son adversaire, très serein en prenant le temps de laisser entre guillemets pas l'ouragan passer parce qu'il n'y a pas eu d'ouragan, mais il était serein, calme et il maîtrisait bien. Et justement c'est pour savoir comment vous abordiez le terrain du grappling, du sol. Moi je suis systémique dans mon approche de l'enseignement. Je travaille l'enseignement, enfin je transmets en fait les connaissances sur le MMA dans un système. Je vais rarement isoler
la boxe d'un côté, la lutte d'un côté et le sol d'un côté. Je considère que le MMA est une discipline et mon travail à 85% basé sur les transitions. La capacité à rendre des personnes comme moi qui ne sont pas de la génération spontanée du MMA, qui viennent de d'autres disciplines sportives et qui auront du mal à transférer des habiletés motrices vers le MMA, je vais me débrouiller à insister sur la répétition, sur des mouvements qui sont hybrides, où il y a à la fois de la boxe, de la lutte et du sol, pour que ce soit quelque chose de naturel et qu'on puisse passer de l'un à l'autre sans signe extérieur, sans que ce soit sans aucune transition possible. Et donc c'est ça en fait l'objectif. Vous pouvez, enfin, on parlait du Bellator. Regardez juste le combat d'Anthony Dizzy qu'il a fait au Bellator. Il a perdu le combat à la décision face à l'un des meilleurs combattants, si ce n'est le meilleur dans sa catégorie aujourd'hui, Cantrell au Bellator. Voilà, mais c'était ses débuts et on ne le connaissait pas encore, ce mec-là. Ils ont fait une lutte, enfin le mec il est juste 2 fois NCAA aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il est champion universitaire 2 fois de lutte. Et Anthony Dizzy lui a tenu la dragée haute pendant tout le combat et ils ont vraiment lutté. D'ailleurs, c'est ce qui a perdu Anthony parce que stratégiquement, l'idée c'était de lutter avec ces mecs que pour la défense de lutte. Et donc, du coup, il se serait fatigué à vouloir amener Anthony au sol et Anthony l'autre contre puisqu'Anthony Dizzy a un très bon niveau de lutte. Malheureusement, il s'est retrouvé à attaquer le mec en question et du coup dans l'attaque on est plus sur c'est énergivore en fait d'attaquer, ça dépend, ça pompe beaucoup d'énergie et donc au final il s'est retrouvé un peu à sec et c'est fini sur du kiff quoi, un combat très serré finalement. Mais voilà, je suis persuadé que de manière, enfin ici à la salle par exemple, pour préparer le prochain combat de Francis, on fait venir des personnes avec un niveau de l'équipe de France de lutte, enfin des personnes de l'équipe de France de lutte, de l'équipe de France, de l'équipe du Brésil de lutte. Je pense à Diego, il faut faire venir des personnes qui sont à l'équipe de France de grappling. Je pense à Jonathan, des personnes qui ont un très bon niveau de sol et de grappling et qui peuvent apporter une plus-value. Et donc, avec ça, ça me permet de combiner les choses et de travailler quelque chose d'hybride, quelque chose de systémique, comme je vous ai dit en début. Absolument. Ouais. Ben, c'est passionnant ce que vous dites sur les transitions. On avait parlé de ça, je crois, je ne sais plus si c'était avec Brandon Gibson ou avec un coach auquel on a parlé, et il parlait exactement de la même chose que vous. Il a dit le MMA, c'est une discipline à part entière et il faut l'appréhender comme telle. C'est une discipline avec ses phases de transition. Ce n'est pas plusieurs sports qu'on a agglutinés. Effectivement, il y a plusieurs composantes dans le MMA. Mais il nous expliquait la même chose que vous nous avez dit là. Il disait que c'était une phase transition, plus transition, plus transition, plus transition, et qu'il fallait être capable de tout gérer. C'est exactement ce que vous avez dit, c'était passionnant. Mais moi, donc, la question que j'ai, c'est justement par rapport à ces anciennes générations dont vous faites partie, vous êtes un ancien, et les petits jeunes qui arrivent. Vous sentez vraiment une différence fondamentale dans l'approche du combat, dans l'approche de la discipline elle-même? Complètement. C'est-à-dire que j'ai des jeunes ici à la salle qui n'ont pas encore fait un seul combat, mais qui s'entraînent avec des professionnels, ouais. Et même qui leur donnent du fil à retordre, ah ouais. Sérieusement, mais qui ne sont pas du tout connus, mais qui n'ont aucun combat à leur actif pro du en tout. Cas. Voilà, même des fois même pas amateurs. Ah ouais. C'est-à-dire que juste ceux qui, ils ont été formés là, ils ont des réflexes qui font que pour eux, ils sont arrivés, ils étaient spectateurs, ils regardaient les pros travailler et c'était assez fluide pour eux. Et ils pensent que c'est normal d'être aussi fluide. Alors qu'un ancien comme moi, qui venait par exemple de la lutte, c'était pas fluide de revenir d'une phase de sol et de boxer. Ces jeunes vous sortent du sol parce qu'il y a eu l'autre qui échappe et qui ne va pas mettre la soumission. Et en remontant, ils vont balancer un high kick dans la foulée et continuer le combat. Enfin, c'est exactement, c'est flagrant quoi. Ouais. C'est flagrant. Est-ce que finalement justement pour ces jeunes générations qui sont un peu développées avec la montée en puissance de l'UFC, ils ont intégré maintenant, ça y est, le MMA c'est un seul et même sport, contrairement à l'ancienne génération qui se disait justement c'est l'agrégation de plusieurs sports de combat qu'on a réunis et pour eux ça y est, c'est une seule et même discipline et il faut être bon partout et c'est pour ça qu'ils arrivent à voir et à comprendre aussi vite je ne pense même pas. Non. Je ne pense pas qu'ils aient assimilé ça. Enfin, je ne pense pas qu'ils aient conscience du fait que les autres voient ça en séquencé et qu'ils voient ça en fluide et en flow.
Je ne suis même pas sûr. Je pense que c'est juste instinctif chez eux. Je pense qu'ils ont un héritage génétique, ils ont vu des choses en fait et ça glisse tout seul. Parce que ces personnes dont je parle, ces jeunes dont je parle, la génération spontanée, ils sont encore capables de dire coach, là je ne me sens pas bien en boxe, je vais aller voir avec le coach de Muay Thai, je vais améliorer ma boxe, là je ne me sens pas au sol. Donc ils font encore la distinction, mais ils ne sont pas conscients en fait du fait qu'il y a je le sens juste parce que moi je le vois, c'est-à-dire qu'il y a deux types. Il y a ceux qui sont super expérimentés, qui vont être aussi fluides, et il y a ceux qui ne sont pas du tout expérimentés d'aucun autre sport et qui vont être très fluides parce qu'ils ont quelques années ou quelques mois de MMA complet en fait. Et puis au milieu, il y a ceux qui sont expérimentés dans un sport, très fort dans un sport, et il y en a des champions je pense à Yacine, il était à l'équipe de France de taekwondo pendant longtemps, c'est solide, mais très fort sur son domaine, mais avec quelques carences sur d'autres domaines. Il y a du potentiel. Enfin, Sylvain Pota, plusieurs années à l'équipe de France de judo, très très solide sur ses bases, très très solide en judo, très très solide même au sol, et puis des carences sur du pied-point. C'est ce groupe-là du milieu, c'est sur eux qu'on doit essayer d'homogénéiser le niveau en fait pour que ça devienne quelque chose de... Et parmi ces jeunes, là, moi je vais poser une question, bon, on va dire osée. Parmi ces jeunes que vous voyez, ce sport qui se développe chez nous, est-ce que là vous avez en ce moment à MMA Factory un champion du monde potentiel dans la salle? Vous le voyez, ou peut-être même déjà quelqu'un qui est un peu plus âgé, quelqu'un comme Francis. Mais est-ce qu'on a chez MMA Factory le futur champion du monde de l'UFC, quelle que soit la catégorie? Quand vous le regardez, vous dites attention, celui-là, il va aller, vous dites, c'est un petit il va aller au bout, en tout cas il va aller très très haut dans le... J'en ai trois en tête. Je ne saurais pas faire le pari qui seront champions du monde de l'UFC. Ah bah, si on a trois Français qui sont champions du monde de l'UFC, on valide. Hein. Du même coup, ça m'étonnerait parce que les facteurs de performance pour arriver champion de l'UFC sont énormes. C'est vraiment une cause multifactorielle. Ouais, ça dépend de beaucoup de choses, du business. Voilà, c'est énorme l'étendue de facteurs qui peuvent jouer avec un avantage ou un défaveur très rapidement. Ça peut basculer en 2 secondes parce qu'il y a eu... Si le président vous a pas à la bonne, si quoi que ce soit. Ouais. Voilà. Ceci dit, chacun, on a une certaine vision des choses. Je ne me suis pas souvent trompé sur certaines choses, même quand ça semblait fragile. Il y a quelques mois, quand Taylor a signé à l'UFC, certains collègues, des entraîneurs de bon niveau, qui étaient déjà passés par l'UFC même, ils étaient outrés en fait que je puisse mettre un mec un jeune garçon comme ça à l'UFC. C'était juste un scandale. C'est-à-dire que j'ai eu des posts sur les réseaux sociaux qui... Mais pour quelle raison le scandale? Parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas assez d'expérience, qu'à leur époque on pouvait aller à l'UFC, que si on avait une vingtaine, une trentaine de combats professionnels à l'étranger, lui il avait fait quelques compétitions de pancrace, parce qu'on jugeait trop frêle, trop fragile, trop... c'est Junior Cut français finalement. Voilà. Disons le reproche d'arriver jeune tôt dans la compétition sans vécu derrière. C'était un massacre en fait sur les réseaux sociaux, vraiment un massacre à la tronçonneuse. Mais je le savais en fait, j'y croyais parce que je pense que je sais que j'ai gagné un pari déjà. C'est-à-dire que j'ai gagné le pari de pouvoir vulgariser le passage à l'UFC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, quand on voit un Français à l'UFC, on n'est pas surpris quoi. Enfin, quand Tchibougoutou, Mehdi Bagdad arrive à l'UFC, on trouve ça normal. Et légitime, ouais. C'est légitime, on ne se pose plus de questions. Absolument pas. Il y a Thibaut récemment, il y avait... Cyril Asker, il arrive à l'UFC. Il y avait Michael aussi qui était passé par il n'y a pas longtemps, il y a eu le combat de celui qui est chez Firas Zahabi, Nordin Taleb. Voilà. Non, Nordin encore ça va, il a un palmarès solide. Oui, non, je parle juste du contingent français aujourd'hui. Je parle des nouvelles entrées, en termes de nouvelles entrées, quand Cyril Asker signe, les mêmes gens qui il y a un an étaient scandalisés ne sont plus scandalisés, et pourtant c'est pareil, il reste en dessous de 10 combats, il a 7 combats, enfin, mais on comprend qu'en fait il faut y croire. Nous déjà,
nous déjà qui sommes là, ici en France, pour le MMA, il faut qu'on croie au niveau du MMA français pour que ça puisse passer. Si nous-mêmes nous sommes, c'est-à-dire qu'en fait, Taylor Lapillus, qu'il y a quelques mois, tout le monde, enfin la majorité des personnes sur les réseaux sociaux, allumé, incendié. Pendant qu'on l'incendiait ici, il a été élu sur le top 5 des meilleurs entrants à l'UFC. Top 5. C'est-à-dire que, alors, ça peut prendre 15 000 formes de discussion. On peut dire, mais oui, mais vous savez, il n'a pas eu les mecs trop forts. Qu'est-ce que vous voulez pourquoi on devrait lui mettre un mec du top 10? L'idéal, c'est qu'on mette un mec du même niveau. Pourquoi est-ce qu'on doit... Voilà. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas de part à l'UFC, donc je ne peux pas dire à Dana White, mets-lui un tel mec, ou mets-lui un tel mec. On lui a mis des mecs, il s'en est sorti. Il a prouvé, en fait, qu'il tenait la route. Et ce que je veux dire, c'est que rentrer à l'UFC n'est pas que rentrer combattre, c'est formatif. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est passé. Entre l'annonce, donc sur le jour où j'ai eu Taylor au téléphone pour lui demander s'il était prêt pour aller à l'UFC, donc je lui ai demandé comme ça, c'était comme une espèce de petite boutade, une blague. Bonjour, allô, ça va, tu vas bien, oui. Qu'est-ce que tu dirais si on avait fait un stage en Allemagne et tu devais combattre contre Denis Silver lors d'un stage? Je me dis, bah ouais, je combats avec lui, c'est un stage, c'est pas grave. Je lui dis, ok, qu'est-ce que tu dirais si le stage s'est passé dans la cage de l'UFC? Il me dit, de quoi tu parles là? Je lui dis, bah ouais, je te dis, est-ce que tu es prêt dans 2 semaines à affronter Denis Silver? Finalement, on n'est pas loin de l'histoire de Conor McGregor quand il raconte qu'il était prêt à abandonner le MMA et que coach Cavana l'appelle, il est dans sa voiture et lui dit j'ai l'UFC, est-ce que tu veux combattre? Et finalement, ça se fait comme ça, par ça se téléphone. Fait toujours comme ça, souvent comme ça. Et donc, du coup, quand on parle de ça, donc je voulais juste dire que de l'instant où je lui annonce ça, à l'instant où il va combattre, il s'est écoulé probablement 6 ou 8 mois. Entre les 6 ou 8 mois, vous n'imaginez même pas la transformation phénoménale qui s'est passée. C'est-à-dire que se sentir investi d'un pouvoir de devoir combattre à l'UFC l'a amené à une telle maturité que je me dis de toutes les façons c'est gagnant-gagnant. Parce qu'il a beaucoup appris, parce qu'il sait. Dans un premier temps, effectivement, on doit s'épicer dessus. Et après, on prend les choses, on se dit mais non. Donc, il est jeune, il mate des vidéos, il regarde, et puis il commence à voir ça se dessiner. Et puis on fait des leçons de pas douce, on s'entraîne, et puis il commence à voir se dessiner. Et puis on a une stratégie, une vraie stratégie pour aller gagner. Il me pose la question clairement, coach, est-ce que tu penses vraiment que je peux gagner Denis Silver? Je lui dis, je te dis la vérité, si je devais parier le peu de patrimoine que j'ai, je ne parierais pas sur toi. Parce qu'il est fort probable que tu perdes le combat. Mais il y a une petite fenêtre. Il y a une petite fenêtre où je pense que tu pourrais lui passer les talons. Et on va se concentrer dessus, on va chercher cette fenêtre. Et si elle ne réussit pas, au moins, on aura mis les pieds quelque part. Et on sera là, puisque j'ai signé pour 4 combats, et tu seras là pour 4 combats, on aura 3 combats, on pourra se refaire. C'est une stratégie de carrière. Donc du coup, ouais, je pense qu'il faut croire. Ce que je veux dire en fait sur la question, est-ce que je pense qu'il y a ici à la salle un champion de l'UFC potentiel? Je pense qu'il faut y croire. Ce qui arrive quand vous voyez Holmes arriver et prendre la ceinture à Ronda Rousey, elle y a cru. Alors personne d'autre n'y croyait. Elle a fait une interview un jour, elle a dit The upset existe pour une raison dans le dictionnaire. Si on dit qu'on peut faire renverser la surprise, je ne sais pas comment dire ça en français. C'est exactement comme Conor McGregor. Quand il a dit, j'ai eu l'intime conviction, moi, 10 ans en arrière, que je serais champion et je marchais comme un champion. Il faut croire en soi et croire en ses capacités pour avancer. Et elle a dit, ce mot existe dans le dictionnaire pour une raison. Et je vais vous prouver que ça existe. Ce mot a raison d'exister. Et elle a fait. Et quelques temps après, à un moment donné, il faut qu'il y ait... Et moi, j'y crois. J'y crois tellement fort que j'essaie de transmettre ça pour qu'ils y croient et ça se voit dans les yeux qu'ils y croient. Oui, parce que la croyance amène la confiance, la confiance ça devient une force, une détermination et après vous avancez ensemble. Justement, je voudrais vous poser une question pour faire un parallèle parce que Souhaib est entraîneur au foot et on sait que la détection maintenant des jeunes, ça commence très très tôt. Vous maintenant en tant que fondateur de MMA Factory justement et en tant que head coach, quand on vous demande si vous voyez plus tard des potentiels champions, pour vous, dans l'avenir des 5 à 10 ans, vous pensez que la détection, quand ça va prendre de plus en plus le MMA en France, ça va commencer à partir de quel âge
chez les enfants, chez les jeunes adolescents, ou il faudra plus attendre qu'ils aient de la bouteille et attendre 16 ans pour voir s'ils sont capables après d'avancer? Non, je pense qu'on peut détecter un peu plus tôt. Enfin, la détection, c'est un peu le corps de mon métier. Pendant très longtemps, j'ai travaillé au comité de défense de lutte comme agent de développement, entraîneur. Et puis, sur des stages en fait, de groupe, on faisait des détections pour des jeunes. Et on était capable de voir très rapidement, à 7 ans, 6 ans, qui avait un potentiel. Bien entendu, c'est très tôt pour le pérenniser. C'est-à-dire qu'entre 7 ans et 12 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, beaucoup d'attirance. Ils peuvent vouloir être musicien, ils peuvent vouloir être pianiste ou je sais pas quoi, ils peuvent vouloir être chauffeur et puis changer la vie. Et donc on avait une batterie de questions en fait qu'on posait aux jeunes. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Si on avait une compétition de lutte, est-ce que une compétition de lutte et puis un examen pour votre passage à la classe supérieure à l'école, que vous choisirez-vous? Enfin des petits tests comme ça pour arriver à détecter un peu qu'est-ce qu'il en était. Mais grosso modo, c'était pas une vérité, ça, on se loupait souvent et tout. Mais peu importe, ce que je voulais dire juste, c'est qu'on est capable aujourd'hui de détecter un peu plus tôt. Et plus tôt on détecte, et plus on a une large pépinière. Plus on a une large pépinière, plus on aura des diamants qui vont en sortir un jour. Donc du coup, ce travail s'est fait ici. Vraiment, les gens se posent la question, sincèrement, quel est le succès des MMA Factory? Et ça vient de ça, du développement global, du développement de la pratique de masse complète. C'est-à-dire que la plus petite chaîne où tout à l'heure vous étiez en bas quand vous êtes passé, vous aviez des gosses qui étaient en train de faire du MMA. Qui va avoir 7-8 ans. C'est ça, ouais, c'était très marrant. Ce sont des gosses, mais chacun des coachs ici à la salle est formé pour pouvoir me remonter les informations et me dire, waouh, il y a un gosse, il y a un truc. Et pourtant, on est encore sur des jeux d'opposition, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun impact. Il n'y a aucune projection pour le protéger. Oui, là, c'était juste le maintien de la tête à distance tout à l'heure de l'enfant et de savoir apprendre à se déplacer. C'est la manière de se déplacer, exactement. Ok, mais ça, c'est déjà de très bons repères. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à haut niveau, quand ils sont déjà à l'UFC, passent des cycles d'entraînement de 6 mois pour comprendre comment se déplacer de manière correcte dans la cage. Et là, on commence à aller apprendre des déplacements avec un système de déplacement antéro-postérieur, de déplacements latéraux. Oui, travailler la motricité, la coordination. Et donc, on est vraiment dans quelque chose qui nous permet de voir très tôt qu'est-ce qu'il peut y avoir. Et ensuite, effectivement, je pense que plus l'UFC va avancer, plus le MMA va avancer, et plus on va aller chercher de la détection un peu plus tôt, parce que je vous dis, des clubs le font déjà. Moi, je le fais déjà. Sur toutes les chaînes de la commande, en fait, de la compétition, même des compétitions amateurs, je vérifie toujours qu'on ait vu des gens qui ont une certaine qualité, qu'on a essayé, quelle est leur réaction quand il y a un public, avec des règles qu'il faut respecter, comment est-ce qu'ils réagissent. Et à partir de là, on va voir de quoi il fait l'avenir. Donc là, en fait, aujourd'hui, il faut dire clairement, vous êtes non seulement un club pour les professionnels qui sont au BAMA et à l'UFC, mais vous êtes aussi en fait un centre de formation pour les jeunes qui vont peut-être un jour vouloir en faire leur métier. Ah, complètement. Exactement, en fait. Bon, et on apprécie le club, non seulement parce qu'il gagne, mais aussi parce qu'il a une capacité. Mais il faut avoir une double politique formatrice et avec les bons professionnels aussi. Aujourd'hui, par exemple, on peut le dire, pour reprendre votre exemple du PSG, c'est un très bon centre de formation. C'est dur d'y percer en pro parce qu'après, il y a des pros d'un énorme niveau derrière, mais c'est un vrai centre de formation à part entière. Pour autant, le centre de qualité, le sujet. MMA Factory, ça peut devenir une franchise. On peut avoir des MMA Factory qui commencent à l'image de salles américaines qui ont des. Comme AKA, c'est déjà une franchise. C'est déjà une franchise. À la base, en fait, MMA Factory a été fait pour être une franchise. Maintenant, pour pouvoir mettre en place une franchise, il y a un certain cahier de charges à respecter. D'accord. Il faut qu'on puisse avoir 2 salles pilotes qui puissent faire. Une salle déjà pilote qui a une certaine espérance de 2 années pour voir ce qu'on a fait en reculant. Donc c'est ce qu'on a pris le temps de voir. Mais à la base, c'était le concept. Et là, on est sur l'ouverture dans les mois prochains. Où ça ? Ça ne peut pas être difficile. Tenez secret pour le moment. Mais voilà. Il y a un projet de développement réel pour former au maximum et accompagner aujourd'hui les jeunes qui ont envie de participer à l'aventure. Il y a de la demande, effectivement. Une vraie expansion, mais avec de la qualité. C'est-à-dire que si on devait faire une expansion sauvage, aujourd'hui, il y aurait 10 représentants des MMA Factory à travers la France, y compris en Outre-mer, puisque à l'île de la Réunion, j'ai quelqu'un qui s'est proposé, qui m'a fait venir 3 fois à l'île de la Réunion et qui est en train de travailler vraiment sur une grosse salle des MMA Factory à l'île de la Réunion. Mais ça doit prendre son temps parce que pour pouvoir avoir une franchise, il faut que je sois sûr qu'on puisse
avoir une salle qui... Ouais, parce que c'est votre réputation qui est en jeu. Exactement. C'est-à-dire que si vous décidez de faire de la franchise pas de chez par la fermer McDonald's, demain. vous ne pouvez pas avoir une décoration de circuit. Il faut que vous soyez capable d'avoir une décoration McDonald's pour citer Bien des sûr, noms. ouais. Voilà, donc À l'image de la restauration ou de n'importe quelle franchise. Voilà, l'idée, c'est en fait que si on décide de mettre une franchise dans une salle, que la qualité pédagogique soit conservée, que l'idée de l'enseignement soit la même. Pas qu'elle soit la meilleure, on ne dit pas qu'on est le meilleur, on dit simplement qu'elle soit la même, En tout cas, que ce soit reconnaissable. que ce soit reconnaissable et que le mec qui rentre dans la salle, il se dise ok, je suis dans une franchise MMA Factory. Et donc ce cahier des charges a pris du temps pour se mettre en place, il est en place et on va bientôt le voir. Ah ok. Bah, pas de date, rien. L'endroit on dit pas, mais la date non plus, on dit rien. Laissons les annonces faire petit à petit à ce On moment-là. laissera Fernand vous dire tout ça. Mais en tout cas, vous êtes optimiste aujourd'hui sur l'entrain des jeunes pour ce sport. Quand vous les voyez, les petits passer les salles, vous voyez de plus en plus des enfants passer les portes du club Absolument. et dire on a envie de voir ce que c'est. Voilà, absolument. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent, des parents notamment, qui arrivent et qui disent j'ai mon fils qui veut faire ce sport. Je ne sais pas c'est quoi, il m'en a parlé, mais j'en peux plus, il me pousse, il veut absolument faire celui-ci de sport. Et donc ses parents ont la même crainte que nous tous. J'ai une fille et avant de l'amener en fait dans une salle de sport, je veux me rassurer que je peux la laisser tourner le dos et revenir et que son intégrité physique soit protégée. Donc ces personnes observent, regardent et attendent qu'on leur donne des signes qui montrent qu'on est capable de tenir en autonomie une science pour ces jeunes et de les remettre en intégrité physique complète. Et c'est ce qu'on prouve. On va passer maintenant à notre petite série de questions habituelles pour terminer l'interview un peu plus légère. Pour vous faire rire un petit peu, Sobi va commencer avec la question qu'il adore sur le cinéma. Alors j'adore cinéma. C'est quoi votre film de combat préféré? Film de combat préféré. Ça peut être un film sérieux, ça peut être un film un peu moins sérieux. Toutes les Jackie réponses Chan, sont Robert De acceptées. Niro dans Raging Bull ou Du Van Damme, ça peut du être Rocky, du ce que Bruce vous voulez. Lee. Un que vous voyez vraiment avec plaisir ou qui vous a marqué Votre film culte quoi. quand vous étiez jeune. Je suis d'une très vieille génération, donc je vais vous faire rigoler. On va peut-être même pas connaître, c'est ça? Ouais, je ne suis pas sûr que vous allez vous rappeler, mais c'est des films de Bud Spencer. Ah oui, bonne façon, je vois exactement. Ouais. Le costaud avec la barbe, là, non? Le costaud avec la le barbe. blond. Il avait pas un petit Il y avait le partenaire petit là blond comme ça? à côté de lui, c'est ça? Ça passait le J'ai dimanche oublié sur le le nom samedi, de- je crois. ouais, j'ai oublié le Sur nom. M6, pardon. Et c'est lui qui mettait des marteaux. Et Je me souviens maintenant. Ouais. C'est exactement. enfin, voilà, juste pour aller sur le souris, effectivement, ce film-là, ces films qu'il a fait Bud Spencer m'ont fait rigoler. Moi, j'aimerais savoir si aujourd'hui vous étiez matchmaker à l'UFC, est-ce qu'il y a un combat que vous avez envie d'organiser, de voir, qui vous excite, ou vous dites ces deux combattants-là, j'aimerais bien qu'on ait la possibilité de les faire s'affronter? Non, à ce moment, non. Il y avait un combat que je voulais voir. C'était celui de, à l'époque, Ronda aussi contre Cyborg. Mais je pense qu'il ne tient plus la route. Il n'est plus intéressant. Il est obsolète maintenant. Mais c'était à l'époque, j'aurais bien voulu le voir. Ça m'embêtait un peu qu'on reste, On restait sur notre fin, effectivement. Ouais. on reste dans des... Finalement, Lee Holm est venu apporter une certaine réponse, donc Ouais. moi j'ai envie de voir Chris Cyborg. Ouais, à voir, Cyborg, si elle peut descendre à 135 livres. Beaucoup disent qu'elle peut pas le faire, mais. Il disait visiblement qu'ils avaient envie de la faire venir sur l'événement, peut-être au Brésil, parce qu'elle est toujours en contrat avec l'UFC et qu'elle n'est pas utilisée et qu'elle est dans une catégorie de poids qui n'existe pas. Il y a des rumeurs très fortes qui disent que la catégorie des 66 kilos va arriver bientôt. Donc 145, ouais. Featherweight arrive bientôt et donc du coup ça donnera la possibilité à ces filles qui sont un peu plus... D'ailleurs, la rumeur dit qu'il y aurait un cash prévu entre Michatet et Cyborg. Ah ouais. Puisque Michatet demande, enfin, il voudrait l'affronter. Mais voilà, ça c'est l'un des rares combats. Enfin, non, il n'y a pas de... Je me régale tous les samedis, tous les week-ends quand il y a un combat de l'UFC, de manière, sur deux aspects. L'aspect professionnel, puisque c'est mon métier et que je dois être au courant de tout, donc j'essaie de mater de voir tous les UFC possibles et que je prenne des notes pédagogiques par rapport à ce qui se passe, l'évolution de la réglementation et que je sois au courant du cœur du métier pour que je puisse mieux guider mes élèves.
Et c'est comme ça qu'on peut voir qui notre élève va affronter ou pas. C'est comme ça qu'on règle une carrière, qu'on dirige une carrière. Ouais. Et après, il y a aussi le côté ludique de la chose parce que ça reste un sport que j'aime bien et que je m'amuse à prendre des paris assez compliqués. Et des fois, j'aime bien quand je pense que j'avais raison. Là, le week-end dernier, ça ne s'est pas passé comme je pensais. Vous avez Mir. J'avais parié pour Mir, c'était sûr pour moi que Mir gagnait, il a perdu. Même l'autre combat aussi, Lombard Mani. Contre Mani, ouais. Particulier ce combat. Ouais, j'ai perdu le pari avec Taylor, il a parié sur Neil Mani. Et puis moi j'ai perdu, mais celui de Homme par contre j'ai tout gagné, j'avais tout vrai. Ah ouais? Ce UFC là, le 196. Ouais, j'avais tout vrai. Même McGregor. J'avais tout vrai. Ah ouais. Finalement, il y en a beaucoup qui l'ont vu parce qu'on a Samir d'Octogone Podcast qui nous avait fait ce pari-là. Il y a Vincent Parisi qui nous avait fait ce pari-là. Il y a vous, il y a beaucoup de gens qui avaient. Nous, on était aveuglés par le phénomène McGregor. On n'imaginait pas qu'il puisse perdre. Mon Facebook peut témoigner. J'avais marqué dessus. Je pense que je vois venir la soumission au deuxième round. Et ça s'est passé exactement comme ça. Et moi, j'ai une petite question sur un combattant qui serait dans la salle. Bon, par exemple, Francis qui va bientôt combattre. Ce serait quoi le combat de rêve que vous voyez pour lui? Ce serait le combat pour la ceinture ou un nom en particulier qui vous ferait rêver? Le combat de rêve pour moi, ce serait qu'il fasse l'événement principal à Paris, à Bercy, face à un Hollandais par exemple. Overeem. Ça vous plairait ça comme opposition de style? Ça pourrait être bien ça. L'école française, surtout qu'en plus on a vu dans son premier combat quelque chose de rarissime comme KO, c'est un KO sur uppercut, un typique de boxeur magnifique placé en contre, et à l'UFC c'est extrêmement rare de voir ce type de KO là arriver. Ouais. Et alors dernière question, Dana White demain il vous appelle pour dire Fernand, faut que tu reprennes du service, j'ai besoin de toi pour un combat. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui que vous aimeriez ou vous redouteriez affronter dans l'UFC dans votre catégorie? Non, je pense que ce serait, quelle que soit la personne, je ne me poserai pas de questions. Vous y allez? Même dans une catégorie supérieure. À la McGregor justement. Comme Connor. Voilà, c'est parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ça reste un regret d'être resté loin de ça, quoi. Enfin, ça reste l'objectif d'un combattant, c'est de pouvoir aller toucher l'élite. Voilà, au bout d'un moment, on a envie d'aller toucher l'élite, donc on peut dire ce qu'on veut. Enfin, et pourtant, je ne me plains pas, ça va, j'ai une bonne vie. Là, vous dormez bien malgré tout. En tant que head coach et comme fondateur de la même factory. Mais c'est sûr que si je reçois un coup de fil pour moi, de reprendre du service, j'y vais sans poser de questions. Je vais me prendre la tannée du siècle, mais c'est pas grave, j'y vais et puis je me serai amusé en tout cas. Et oui, dernière question pour quand vous allez avec Francis à la fin parler à Joe Rogan dans le dernier événement, vous étiez à peu près à aller sur le micro et savoir ce que vous alliez dire, comment répondre et tout, ou c'est vraiment on est jeté en plein dedans devant les caméras de l'UFC et il faut se débrouiller en général, on est jeté. En général, quand c'est la victoire, maintenant on commence à y être habitué. J'ai déjà parlé, j'ai déjà intervenu plusieurs fois pour Taylor ou pour lui. Donc ça commence à être une habitude. Mais on a, depuis que l'UFC a commencé, mis en place, nous ici à la salle, un interview training en fait. D'accord. Donc on a la chance d'avoir un prof qui vous aide. Un prof qui nous aide dessus, qui nous aide sur. On a un prof d'anglais, c'est gratuit pour tous les combattants pro. C'est bien parce que finalement, quand on voit aujourd'hui le travail que fait Connor en promotion, c'est quasiment 50% du travail pour un combattant. Voilà, pour obtenir de meilleurs combats. Pas 50%, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une part extrêmement importante. C'est vraiment prépondérant. C'est vendre sa marque, préparer un combat. Les gens ne se rendent pas compte en fait de ce qu'il faut comme boulot pour y arriver. Les gens ne se rendent pas compte de c'est quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire comme courrier? Comment on peut le faire pour essayer de vendre un mec à Joe Silva ou à qui que ce soit? C'est énorme en fait. Il faut trouver des formules, il faut bien le dire. C'est un peu plus complexe que ça. Et en fait, je vous disais, on reçoit ici, à l'approche des combats, des experts sur le coaching qui vont coacher les combattants sur la manière de répondre aux questions, sur comment le faire. C'est encore très difficile, mais en fait, on a mis un système en place pour qu'il y ait l'amélioration de l'anglais et l'amélioration en fait des phases de réponse et tout. Ce qui est génial parce que ça devient quasiment primordial aujourd'hui quand vous y êtes sur les events là-bas, quoi.
le MMA n'est plus ce qu'il était, c'est-à-dire que le sport de manière générale. Vous vous rappelez à l'époque quand on avait le jeu vidéo FIFA et tout, il fallait prendre une équipe et puis jouer au football, c'est tout. L'équipe derrière c'est celle qui avait joué. Aujourd'hui les jeux FIFA, il faut savoir comment habiller les combattants, on peut acheter d'autres fringues, on peut les entraîner, on peut les manager et c'est ça qui fait tout en fait dans le MMA. Le MMA n'est plus de se contenter de savoir frapper ou de savoir combattre. Au bout d'un moment, il va falloir savoir parler, savoir se vendre, savoir communiquer, savoir avoir un style, une attitude, quelque chose, savoir s'identifier, savoir choisir le surnom, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Là, il y a beaucoup de ramifications. Et donc, encore une fois de plus, on peut dormir sur ses lauriers et puis se plaindre du fait que les autres ne font pas, ou on peut décider de prendre les choses en main, apprendre à le faire et avancer. Bravo. Sur ce mot de la fin, merci beaucoup Fernand de nous avoir accueillis. Merci pour cette interview. C'était un plaisir d'avoir été accueilli encore une fois dans votre salle et justement de pouvoir encore montrer différents aspects. La dernière fois c'était Damien, cette fois c'est vous l'entraîneur et de montrer justement toutes les facettes. Combattants, enfants, formation. Et c'est bien de pouvoir montrer après le spectre le plus large possible aux gens. Donc merci de l'accueil. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'évolution du MMA. Merci beaucoup Fernand. Merci. Et puis on vous dit à bientôt alors pour une nouvelle interview. Au Ciao. revoir.